Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, dans ce temps où on se souvient des victoires et des guerres du passé, nous avons le plaisir de recevoir François-Régis Dabas. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez écrit Septentrion aux éditions Mareuil Éditions. Alors le sous-titre c'est « En immersion dans une unité de combat contre le terrorisme au Sahel ». Alors je pense qu'on va en parler dans une petite minute. On peut dire que vous êtes militaire d'active aujourd'hui, que c'est votre deuxième livre. Et puis on va développer ça dans 2 minutes, juste avant le temps que vous nous lisiez quelque chose. Très bien. Alors j'ai choisi un extrait du livre, ou plus exactement un poème que je cite dans le livre, et donc que je vais vous lire. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Vous le connaissiez ? Enfin, oui, en l'ayant lu, mais Oui. sinon, non, je ne connaissais pas. Donc c'est un poème d'un poète britannique qui a écrit ce poème sur son lit d'hôpital, sur son lit de douleur, au moment où il était amputé d'un pied. Et c'est aussi un poème auquel on a attribué le titre de Invictus, qui signifie invaincu ou invincible en latin. Et c'est aussi un poème dont on raconte qu'il a inspiré Nelson Mandela dans sa prison. Alors vous savez peut-être qu'en fait il a vécu 18 ans dans une prison de 2,40 m sur 2,10 m. Et on raconte que ce poème l'a inspiré pour ne pas devenir fou, en quelque sorte. Et donc c'est un poème que j'aime bien. Et en fait, dans le récit, c'est un poème que je livre, que je propose à un officier au moment où il subit des pertes dans son unité. Et c'est un poème également que l'on propose souvent aux blessés de guerre, aux blessés physiques ou aux blessés psychiques. Et moi, j'aime bien ce poème parce que c'est un poème qui parle de l'âme, qui parle de sursaut, et qui, je pense qu'il est d'une actualité criante, et parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'âme. L'âme est écrasée, niée, éclipsée. Et je trouve que c'est un poème qui montre l'importance de l'âme, de cultiver son âme, et puis parce que l'âme, c'est le lieu de la conscience, le lieu du dialogue intime avec Dieu. Et c'est ce qui nous permet de nous redresser et de lever le menton face à des circonstances qui ne sont pas forcément faciles, face à l'adversité, face aux grands choix de la vie. Est-ce que une des raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre, c'était de lutter contre peut-être une certaine presse qui va un petit peu vite avec juste des titres, une façon de percevoir la guerre de manière un peu édulcorée avec 2-3 booms qui font badaboum et puis hop on passe au sujet suivant. Est-ce qu'il y avait une volonté de stopper un petit peu le temps et de rentrer dans ce qui est la vraie vie d'un militaire, d'une personne qui a donné sa vie pour sa patrie, pour les autres ? Oui, c'était un objectif, mais c'est un objectif qui est arrivé après. En réalité, le premier objectif, c'était vraiment de raconter une opération, un récit. Alors ce sont des faits réels, tous les faits sont réels, et se sont déroulés en 2016, fin 2016-2017, au nord du Mali, donc dans ce massif montagneux des Touaregs, qui s'appelle l'Adrar des Iforas, les Iforas étant la caste dominante Touareg, et l'Adrar en langue tamashek, ça veut dire la montagne, donc c'est la montagne des Iforas, c'est un massif montagneux qui sert aussi de repères pour les groupes terroristes, pour les groupes djihadistes. Et au moment même où nous menions cette opération, dans l'Adrar des Iforas, nous avions conscience collectivement de vivre un moment assez hors norme. Et on s'était dit, il faudra raconter cette histoire. Alors le temps a passé, et puis comme personne finalement ne
raconter l'histoire. Je me suis mis à ma table d'écriture et j'ai écrit ce récit, mais surtout pour que nos souvenirs collectifs ne s'effacent pas. Donc le premier objectif, c'était vraiment de raconter l'histoire de l'épopée de cette unité que je commandais, donc le groupement tactique Désert Ardent, qui était formé notamment à partir du 15-2, le 152e régiment d'infanterie de Colmar, que je commandais à l'époque. Et puis, ensuite, dans le processus de fabrication, et puis avec la recherche d'éditeurs, je me suis rendu compte que ce livre arrivait à un moment où il y avait le retour de la guerre en Europe, et j'ai trouvé que c'était un livre utile pour expliquer à nos compatriotes la réalité des opérations militaires, telles que l'armée française les conduit, les prépare et les conduit. Donc cette réalité des opérations militaires, sachant que peut-être nos compatriotes, avec le retour de la guerre en Europe, étaient sans doute un peu perdus. Voilà. Et puis... Là, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu rassurant quand même si vous ne remportez pas tout ce que vous faites et s'il y a quand même des morts. On sent quand même qu'il y a une maîtrise, un entraînement, une grosse réflexion avant d'agir pour voir ce qui est le mieux ou le moins mauvais. On sent que c'est pas les charlots en train de faire leur service militaire, quoi. Je vous remercie de cette analyse avec laquelle je suis assez en phase. Et en réalité, c'est un livre qui décrit moi je dirais que c'est un livre qui décrit une mission menée à bien, mais menée face à l'adversité et dans la difficulté, et où en fait les soldats confrontés à des difficultés, parce que l'adversaire est intelligent, il est chez lui, il nous connaît. Et il est caché dans la foule. Il est assez efficace dans ses actions militaires. Il mène un combat indirect, intelligent. La fameuse guerre asymétrique. Tout à fait. Et donc, dans cette situation d'adversité, où la victoire n'est pas facile, où il faut aller la chercher, eh bien, nous avons eu à trouver les ressources, alors dont les ressources morales, pour mener à bien cette mission. Mais alors, est-ce qu'il y a des moments pendant ce genre de conflit où on se repose les bonnes vieilles questions du est-ce qu'il y a une guerre juste ou pas juste? Qu'est-ce qu'on fait là? Oui. Alors, je dirais Vous y répondez un peu dans le livre. Oui, je dirais que dans le temps de l'action, c'est plus le moment de se poser cette question. Il faut y réfléchir. Les états d'âme, on les met là. Et nos cerveaux, on les pose là. Alors je dirais pas ça. Non. Je dirais pas ça. Je dirais que le sentiment de mener une guerre juste ou de la légitimité de la mission, on l'acquiert avant de partir. On sait à quoi s'attendre en quelque sorte. En fait, dès avant le départ, on connaît la situation, on connaît la mission, on connaît les objectifs. Et je dirais, en tout cas, l'été qui a précédé le départ, parce que nous sommes partis en septembre 2016 au Normandie, c'était l'été des attentats de Nice. Où un camion conduit par un camion kamikaze quasiment. Oui, c'est ça. Un islamiste a foncé dans la foule. C'était le soir du 14 juillet. Et a écrasé. Alors je me rappelle plus exactement le bilan, mais je pense qu'il y avait 80 morts et 300 blessés. Et 300 blessés. Et c'est aussi l'été où le père Jacques Hamel a été assassiné dans sa petite église de Normandie. Voilà. Donc, si vous voulez, le contexte fait qu'au moment où nous partons, en fait, nous sommes convaincus, nous y croyons, et nous savons que nous allons combattre, donc loin de la France, mais nous allons combattre protéger. C'est ce qu'on appelle la défense de l'avant. Nous allons combattre dans son repère un ou des groupes terroristes dont l'objectif est d'installer un califat pour répandre le djihadisme international. Donc la légitimité de la mission, elle est évidente. Voilà. Et ensuite, dans la phase d'action, eh bien, nous, on utilise tous nos savoir-faire acquis à l'entraînement.
nous utilisons toute notre intelligence de situation, toute notre intelligence tactique, parce que le militaire français, et c'est peut-être, je pense, une particularité de l'armée française, il est dans la réflexion tactique, il apporte toujours des solutions ciselées, réfléchies oui. à des problèmes tactiques spécifiques. Il n'applique pas des schémas, si vous voulez. Oui, oui. Voilà. Passez-moi l'expression, mais ça faisait pas bourrin, justement. Pardon, hein. Oui. Mais quand on lit, on sent bien qu'il y a tout un travail pour vraiment avoir quelque chose de millimétré et qui soit la solution, en fait. C'est pas on va tenter ce truc-là, puis on voit si ça marche. C'est on essaye de faire au maximum que ce soit la solution et c'était rassurant. Tout à fait. Oui, bah écoutez, tout à fait. Voilà, il y a vraiment un travail de réflexion, d'analyse pour comprendre le milieu. Alors nous arrivons et on découvre un milieu, on découvre un environnement, un terrain, une population. Donc on a beaucoup de choses à apprendre. On arrive avec une certaine modestie et puis une exigence en termes de besoin de comprendre, de connaître et puis d'analyser pour, j'ai envie de dire, également pour devancer l'adversaire dans ses objectifs et ses modes d'action. Donc il y a un travail, si vous voulez, le militaire en opération, en tout cas le chef militaire en opération avec son état-major, il n'arrête pas de réfléchir. Quand vous parlez, je pense à Ernst Jünger, qui apparemment avait le temps un peu de penser et ensuite d'écrire. Sur le terrain, on a le temps de penser ? Alors non seulement on a le temps, mais je pense que c'est une exigence. En tout cas, c'est une exigence pour le chef. Et je dirais, alors votre question m'évoque peut-être deux moments particuliers pour penser. Alors le moment où, eh bien, il s'agit de construire ce que j'appellerais l'appréciation de situation. L'appréciation de situation, est élaborée, alors on est peut-être un petit peu dans la solitude du chef, mais elle est élaborée dans peut-être le soir, tard le soir, au moment où les missions de la journée sont rentrées dans le camp et où il s'agit de préparer les activités futures. Et à ce moment-là, donc les comptes rendus des sections, des compagnies, eh bien, voilà, sont collectés. Et de toutes les informations, de tous les renseignements dont nous disposons, puis aussi de tous peut-être les informations un petit peu plus subjectives que l'on a quand on rencontre des personnalités, des chefs politiques ou des chefs militaires. Eh bien, de tout cela, voilà, il y a un travail d'analyse et de synthèse pour élaborer sa propre appréciation de la situation et également pour donner à son chef, à son N+1, à sa hiérarchie, voilà, des éléments pour lui permettre, au niveau supérieur, de construire également son appréciation de situation. Donc ça, c'est un moment particulièrement important parce que c'est à partir de l'appréciation de situation que voilà, des ordres vont être donnés avec des prises de risques, etc. Et puis le deuxième moment de réflexion, je dirais que c'est lorsque des ordres opérationnels sont élaborés. Donc là, il y a tout un processus avec l'état-major. L'état-major qui est en quelque sorte une machine froide, en fait, qui va prendre les données du problème et les analyser dans toutes ses dimensions. Vous parliez d'âme tout à l'heure, oui. Le rapport à Dieu, l'écoute de Dieu, et ça marche comment dans ce cadre-là ? Comment vous faisiez ? Alors, dans chaque unité, il y a un aumônier. Le padré ? Voilà, le padré. Alors, pour être exact, il y a un aumônier pour chaque confession. En tous les cas, dans ce récit, dans ce mandat, cette opération, voilà, c'était un aumônier catholique, le père Amaury, voilà, qui a été très présent avec nous. Dans le système militaire, le padré a deux missions. La première mission, c'est d'abord un militaire. Et donc, la première mission est d'apporter son appui, son aide au commandement, oui, en le conseillant, notamment sur le moral des troupes. Donc, voilà, il y a une première mission qui est spécifiquement militaire. Et puis, sa deuxième mission, c'est évidemment d'assurer le culte pour les fidèles de sa confession. De sa confession.
Alors le padré, là, dans ce récit, lui, était pas 100% du temps avec nous, parce qu'il était sur la grande base française de Gao, sur la boucle du fleuve Niger, et nous étions éloignés, isolés, exposés dans l'Adrar des Iphoras. Mais je pense qu'il a vite compris qu'il y avait beaucoup de choses qui se jouaient de notre côté. Et donc, il a eu à cœur de venir souvent nous voir, y compris à des moments particulièrement importants. Donc, pour assurer le culte. Donc, on avait une petite chapelle. Enfin, c'était une tente, une vieille tente militaire. Une petite chapelle qu'il avait baptisée la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc. Et puis, alors ça, c'était pour les missions un petit peu habituelles, en tout cas la majorité du temps. Et puis sur les grandes opérations, en fait, il est venu avec nous. Et donc, il a pu remplir ses missions avec nous, là, dans nos opérations qui visaient à neutraliser le potentiel de combat d'un groupe terroriste en Sarédine, à travers tout l'Adrar des Iphoras. Vous avez le souvenir aussi d'une de ces interventions, à un moment où toute la troupe était secouée par la perte d'un des leurs? Oui. Alors, en fait, il avait embarqué dans un convoi logistique. Un convoi logistique qui n'était pas sous mes ordres, mais qui ravitaillait une de mes unités. Et donc, il avait profité de ce convoi pour embarquer. Et puis, donc c'était dans l'Adrar des Iphoras, c'était en novembre. Et donc, pour ravitailler un poste isolé au cœur de l'Adrar des Iphoras. Et donc, ce convoi a été attaqué. En fait, c'est là. Donc les convois logistiques sont des convois qui sont assez énormes, qui font plusieurs kilomètres de long. Et c'est l'arrière-garde qui a été attaquée. Et donc dans cette attaque, 2 véhicules blindés ont explosé sur des mines ou ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés qui avaient été installés là à dessein. Donc il y a eu des blessés, il y a eu une intervention des équipes médicales, et puis il y a eu une évacuation des blessés. Et en fait, l'un des sous-officiers qui avait été blessé est mort dans l'évacuation par hélicoptère vers l'hôpital de campagne. Mais le convoi était toujours là, et les groupes terroristes également. Donc, il s'agissait de poursuivre la mission, quel que soit ce qui peut arriver. Et donc là, il a eu un rôle déterminant. Alors, on me l'a raconté, mais il a eu un rôle déterminant pour relancer l'action. Et puis, à des soldats, des combattants qui venaient de perdre l'un des leurs, eh bien, il a eu un rôle déterminant, très humain et en même temps très dans le sursaut. Dans le sursaut moral pour relancer la mission et puis la mener à bien. Quels étaient les ressorts de votre paix quand vous étiez sur le terrain comme ça, de votre paix intérieure? Oui. C'est une bonne question. Alors je pense qu'il y avait d'abord le sentiment de responsabilité. Et c'est assez curieux parce que, comme je disais, c'est une mission qui n'a pas été facile du tout. Nous avons été confrontés à l'adversité. Il a fallu mobiliser toutes ces ressources pour surmonter les difficultés et mener la mission à bien. Et pourtant, je crois que, en fait, du début à la fin, j'ai vraiment eu le sentiment d'être parfaitement à ma place. Même dans la difficulté, pour trouver des solutions. Et donc, je dirais que il y avait une sorte certainement de paix intérieure. Vous prenez appui en Dieu, de toute manière. Oui. Alors, avant de revenir sur ce point, je pense que également, en fait, l'approche que je pratiquais, c'était
la clairvoyance dans l'analyse des situations, et puis ensuite la détermination dans la mise en œuvre. Donc moi, je crois beaucoup à... Tout à l'heure, je parlais d'appréciation de situation. Moi, je crois beaucoup à l'effort de lucidité et de réalisme dans l'analyse des situations et des personnes. Bien. Et puis ensuite dans la phase d'exécution, de mise en œuvre, en fait, une détermination totale pour avancer, quelles que soient les difficultés. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est une approche qui a fonctionné. Voilà, et sur le plan de la paix intérieure, oui, certainement. Moi, la présence du padré m'a beaucoup rassuré, peut-être. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la présence de ce padré qui était une marque de la présence du bon Dieu, et puis qui montrait par sa présence et puis son contact avec chacun, et pas seulement avec le colonel, mais voilà, avec tous les militaires, officiers, sous-officiers ou militaires du rang, mais qui montrait à quel point chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Et puis je pense que, moi je crois beaucoup également à la force de la prière de mon épouse et de ma famille, Oui. voilà, qui était en France, à Colmar, en garnison, et qui, avec l'aumônier du régiment qui était resté sur l'Alsace, voilà, animait des moments de prière pour les combattants français, pour les soldats français. Et vous l'avez vu, vous avez le souvenir d'un moment où vous avez vu des signes de la Providence dans votre quotidien, que vous pouviez relier à ces temps de prière qui se passaient en France, par exemple? Moi, j'ai été étonné sur le plan militaire et sur le plan un petit peu professionnel, j'ai été étonné de ne pas avoir de mort. Alors, on a été beaucoup attaqués. Alors, on a donné des coups aussi, mais on a été beaucoup attaqués, on a eu des blessés. Et voilà, j'étais surpris de ne pas avoir de mort. Il y avait des jours où je me disais combien je vais en avoir aujourd'hui, combien de morts vais-je avoir aujourd'hui, parce que l'adversaire était assez efficace. On a mis peut-être un petit peu de temps pour le comprendre et puis trouver les bonnes solutions pour l'affronter. Sur votre cravate, si on regarde de près, il semble qu'il y ait une croix de Jérusalem. Pourquoi ? Écoutez, je pense que voilà, Jérusalem est une ville sainte, évidemment. Voilà, c'est le lieu où a vécu Jésus et ses apôtres. C'est le lieu où il s'est incarné. C'est le lieu où il a racheté les péchés du monde. C'est le lieu où il a ressuscité. Voilà, donc je crois que c'est une bonne direction. Le titre du livre, Septentrion, évoque une direction cardinale. Alors Septentrion, c'est d'abord le nom de l'opération militaire, mais c'est aussi une direction cardinale. En fait, ça pointe le nord du Mali, puisque l'endroit où nous opérions, donc c'est au nord-est malien. Et puis c'est aussi une direction qui pointe un petit peu vers le ciel, parce que Septentrion en latin, voilà, ça veut dire une constellation de 7 étoiles. Et donc voilà, quand on regarde vers le ciel, on regarde peut-être aussi un peu vers Jérusalem. Pourriez-vous par 3 fois me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Alors je prends la première carte. Qui est cachée. Hop. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Alors j'avoue que j'aime pas trop revenir en arrière. Pour autant, donc moi je suis père de famille et j'ai été engagé dans pas mal d'opérations et donc certains de mes enfants ont peut-être un petit peu souffert de mes absences. Donc voilà, j'aurais à cœur, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais à cœur de passer plus de temps avec mes enfants. À nouveau? 5. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? Eh bien, je pense que la pire idée fausse que l'on puisse se faire sur Dieu, c'est de croire qu'il est lointain. Voilà, je crois qu'il est tout sauf lointain. Et je crois qu'il est très présent, au contraire. Et je pense que, en fait, c'est une grande force quand dans une vie personnelle, on arrive peut-être à discerner les signes de la providence, voilà, pour soi ou pour ses proches. Une dernière? Oui, 2. Quelle image vous faites-vous du paradis? Eh bien,
Eh bien, moi, je suis d'une famille d'artistes peintres, donc moi, le paradis, je le verrais bien comme un tableau. En tout cas, une image du paradis, un tableau, et peut-être un tableau qui présenterait ou qui représenterait le cantique des cantiques. Vous voyez, c'est le Liban. Voilà, donc voilà, de belles montagnes. Encore la chaleur. Là, voilà, tout à fait. Un beau soleil, pas un soleil qui écrase, mais un soleil qui rayonne. Et puis des beaux paysages. Un paysage assez classique finalement où règne l'harmonie. Merci beaucoup, merci d'être venu nous partager cela. J'invite les téléspectateurs à lire Septentrion, donc aux éditions Mareuil, par François-Régis Dabas. Merci d'être venu, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Bonne soirée et à la semaine prochaine.